Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous allons visiter la Canourgue avec son église, ses canaux, ses ruelles. Enfin voilà. Allez, venez avec nous. C'est parti! La Canourgue est bâtie sur des canaux que l'on voit partout apparaître et disparaître. Depuis plus de 1000 ans, l'eau a été la principale source de son activité et de sa richesse. La place du Portal était la porte principale de la Canourgue. C'est ici que les dérivations de l'Urugne et du Médéric se rejoignent pour se jeter dans le Lot quelques kilomètres plus loin. Le lévrier du blason de la Canourgue représente la baronnie de Cagnac. Voici la place au blé, c'est la plus ancienne place de la Canourgue. Un marché s'y tient depuis plus de 450 ans. La maison à pans de bois du XIVe siècle est une des plus anciennes de la Canourgue. Elle a été restaurée en 1996. L'église Saint-Martin porte le titre de collégiale, car elle était desservie par des chanoines. L'édifice mélange les styles roman et gothique. Elle date du XIIe siècle et a été remaniée au cours des siècles. En 1890, la Canourgue réoriente son économie à partir de ses richesses locales, les troupeaux et l'eau. Elle devient la ville du travail de la peau. Les familles reconverties dans l'agriculture durant la période de crise reviennent au bourg pour travailler comme mégisseurs, tanneurs, gantiers, négociants ou couturières. Des industriels de Millau, la ville du Gand, décentralisèrent une partie de leurs fabriques à la Canourgue. Dans l'après-guerre, cette activité disparut face à la concurrence. Au XIVe siècle, l'activité lainière est présente dans tous les foyers. Chaque habitation possède une quenouille ou un rouet. En 1813, dans la commune, on compte entre 500 et 1000 métiers à tisser ou à filer. Ils servaient principalement l'hiver. Les canaux permettaient de laver la laine, en provenance des moutons du Causse, d'Espagne et même du Levant pour répondre à la demande. Plusieurs moulins à foulons sont érigés, les draps étaient foulés pour en resserrer la trame. La Canourgue avait la particularité de fabriquer des calices refoulés ou habious, des pièces d'étoffe grossières tissées très serrées pour les rendre imperméables, servant de doublure aux habits militaires. Au XVIIIe siècle, 150 artisans et 125 tisserands sont des ouvriers du textile travaillant dans les filatures, usines de tissage, corderies, teintureries.
Concurrencés par le rouergue, les tricots d'Albi ainsi que l'apparition du coton, le déclin de l'industrie de fabrication de refoulés est également dû à la peste noire en 1721 et 1722. Arrivée par la laine importée, elle fit 945 victimes sur les 1633 habitants du village. Nous voici dans le quartier du château, l'un des plus anciens du village. Il s'est construit autour de l'ancien château Saint-Étienne. Ces pierres ont servi à la construction de la tour de l'horloge du XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Le moulin de la ville est l'un des nombreux moulins qui se trouvaient le long de l'Urugne, 25 sur 3 km. On venait y moudre le blé jusqu'en 1950. Il existait deux sortes de moulins à roues horizontales, les plus nombreux, servant à transformer différents aliments, et à roues verticales, la roue à aube. En raison de leur usure, les meules faisaient l'objet d'un entretien régulier. Les meuniers piquaient les deux surfaces de chaque meule avec des pics, marteaux pointus, pour les rhabiller, c'est-à-dire les affûter et les régler selon la finesse de grain désirée. Ce gué était utilisé pour le passage des charrettes chargées de blé vers le moulin. Nous sommes de retour sur la place du Blé, à l'arrière de la collégiale Saint-Martin. Sur son cadran solaire est noté « C'est à l'heure que vous n'ignorez pas que le Fils de l'homme viendra. Soyez prêts. » Nous partons voir la source du Frézal. Il y a fort longtemps, le ruisseau de Saint-Frézal traversait ce champ. Comme tous les cours d'eau, il pouvait déborder. Il forme alors une sorte de lac éphémère dans la prairie. Nichée dans son bel écrin de verdure, la chapelle de Saint-Frézal est un des plus anciens édifices religieux du Gévaudan, datant du Xe et XIIe siècle. Elle tient son nom de l'évêque Frézal, qui repose encore dans le sarcophage en pierre servant de maître-autel. À l'intérieur, la chapelle présente une longueur de 20 mètres sur 4,70 m de large pour une hauteur de 8,50 m. La nef, au large doubleau, a 4 travées d'inégale longueur. Et voilà, la visite est terminée. Nous récupérons Léo, direction Sainte-Némie. À bientôt!